Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Suis-je le seul à être excité, conquis et extrêmement bullish sur cette journée historique qui confirme au niveau de l'index du All Season ce qu'on attendait depuis les 4 dernières années? Je voulais tweeter, j'étais content, ici. Incroyable, après près de 4 ans d'attente marquant le signal du début du All Season, cette journée ne ressemble en rien à une célébration. Est-ce que cette journée pouvait être différente? Est-ce que, ou pas, on est arrivé sur un top local de Bitcoin aux alentours des 104 000 dollars? On va répondre à cette question de façon la plus limpide, la plus précise possible, et ce, en un seul clic. Restez bien avec moi, on commence maintenant. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un projet. Un projet qui m'a tant souvent été demandé d'aborder sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. Il m'a d'ailleurs été demandé d'en parler mercredi dernier lors du Top Crypto Pépite des membres spécial team, spécial all-in, j'ai nommé Artred. C'est un projet qui a été fondé par Paul Weibel, un passionné d'art et visionnaire dans le monde de la blockchain, qu'il a connu en 2017, et le projet Artred a vu le jour en mai 2022. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a jamais connu de cycle haussier. On va découvrir aujourd'hui pourquoi Artred fait parler de lui comme une révolution dans l'univers de la tokenisation des œuvres d'art et des objets de collection. J'ai nommé ici les Real World Assets. Pour définir Artred, c'est une plateforme innovante qui se met au service de l'art. C'est la première marketplace dédiée à la tokenisation d'actifs réels autour de l'art et des objets de collection. Artred est construit sur la blockchain Solana, la plateforme est déjà opérationnelle avec plus de 6000 utilisateurs actifs et le concept est simple et même avant-gardiste. Permettre à chacun de devenir copropriétaire d'œuvres ou d'objets de collection grâce aux tokens fractionnés. On va prendre un exemple. Artred a déjà tokenisé un dessin de Picasso qui a été estimé à 200 000 dollars, accessible simultanément à plusieurs investisseurs. Et c'est pas tout. La plateforme propose également des objets de collection de luxe comme des œuvres de Banksy, des figurines de Case ou encore des objets Pokémon rares et même des montres de prestige. Au cœur de cette innovation, et vous savez à quel point j'apporte une attention particulière à l'utilisation du token, on retrouve ATR. C'est son token natif qui va jouer ici un rôle central. Toutes les transactions sur Artred se font via le token. Mais il ne va pas ici se limiter uniquement aux simples moyens d'échange. Il offre des multitudes d'avantages et d'utilisation. Par exemple, le staking. Les détenteurs d'ATR peuvent obtenir un rendement entre 10 et 25% annualisé en bloquant leur token 90 jours. On a des réductions exclusives en fonction du montant d'ATR que vous avez stacké. Vous avez la possibilité de percevoir des réductions allant jusqu'à 30% sur vos achats. Vous savez, chez les rois du Bitcoin, on aime travailler de façon méthodique. On regarde d'abord qui sont les porteurs de projets. Ici, Paul Weibel. On regarde également qui sont les investisseurs. Ici, on peut parler de Degots, par exemple. Et on regarde également qui sont les utilisateurs. Ici, au nombre de 6000 et pourquoi pas demain, nous. J'aime repartir dans le passé, regarder quelles sont les promesses qui avaient été annoncées. Et vous avez un interview qui avait été réalisé il y a plus d'un an sur Techno Impact by NFT Business, l'art sans frontières avec Artred, Paul Weibel. Et vous pouvez le découvrir. Prenez le temps d'aller découvrir tout ce qui avait été dit à ce moment-là et voir si oui ou non Artred a pris le chemin de sa promesse et les preuves, un an après, ont été actées. Et c'est comme ça que vous voyez que vous pouvez caractériser et concrétiser l'évolution d'un projet crypto, vos projets cryptographiques. Passons maintenant sur Bitcoin. Je vous l'avais annoncé en début de cette vidéo. En un seul clic, on va réussir à temporaliser le marché et à essayer de trouver exactement là où on se trouve par rapport à une moyenne de prix sur les précédentes périodes. J'utilise, moi, personnellement, ce qu'on appelle des moyennes mobiles. Ici, on va utiliser la 20 période, la 50 période et la 200 période. Au moment où on cassera cette moyenne mobile 20 périodes, le prochain objectif serait potentiellement la moyenne 50 périodes. Ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette ligne jaune
représente la moyenne de prix des 20 dernières périodes en arrière. Ici, c'est up only. Mettez-vous un petit peu à la place d'un apnéiste. Ça fait un mois que actuellement on est en apnée up only sur nos crypto-pépites préférées. Et on sent que le sang monte au cerveau. Et à un moment donné, il va falloir prendre sa respiration. Et plus l'apnée est longue, plus la prise de respiration sera puissante. C'est exactement comme ça que fonctionne un marché. Pourquoi? Parce que les marchés sont inefficients, basés quasiment uniquement sur la psychologie, tout simplement. Donc il faut le comprendre comme ça. Plus vous restez en apnée, plus vous êtes unidirectionnel en apnée, et plus la respiration sera puissante. Et on peut utiliser à la fois des retracements de Fibonacci, comme on a l'habitude de le faire, mais également des moyennes mobiles. Dès lors, venez avec moi. On va repartir un petit peu dans le passé et on va regarder si oui ou non on peut commencer ou pas à actionner un premier flux baissier pour nous donner deux flux baissiers pour aller chercher un objectif, mais actuellement, on ne l'a pas, la moyenne mobile 50 périodes. Allez, on y retourne et on va regarder par rapport au précédent cycle haussier de 2020-2021, là où on a parfaitement avec Bitcoin surfé cette moyenne mobile 20 périodes, ici en jaune. Bon, à chaque fois qu'on l'a cassé, on a tenté de venir chercher la moyenne mobile 50 périodes avec un échec, puis up only. Et on continue, et on essaye ici d'aller chercher la moyenne mobile 20 périodes avec un échec, et up only. Et on continue, et là ça craque. Et au moment où ça a craqué, de façon assez brutale, soit dit en passant, mais avec une augmentation vis-à-vis du price action relatif au précédent ATH, parce qu'on n'y est clairement pas, si c'est 70 000 $, on était clairement monté ici jusqu'à 100% d'augmentation par rapport au précédent ATH. Ça nous donne quoi, cette représentation de performance relative par rapport au cycle précédent? Rappelez-vous, entre les 120, 130, 140 000 $ pour un objectif d'Hermès, avant une première respiration et deux flux baissiers. On est clairement dans cette idée fractale, cyclique, de ce que je vous ai présenté. Et on est même un petit peu en avance, parce que si on prend exactement l'idée de la temporalité, on serait plutôt ici, courant du mois de janvier, pour avoir deux premiers flux baissiers. Mais faibles, pas forcément de 70%, relativement faibles. Un premier flux baissier ici, on reprend, on casse la moyenne mobile 20 périodes et on vient chercher la moyenne mobile 50 périodes. Voilà ce qui peut nous arriver incessamment bientôt, tout simplement. Actuellement, on n'a aucune information relative à Bitcoin qui nous montre ce type de choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas encore cassé la moyenne mobile 20 périodes. Donc oui, c'est cyclique. Oui, c'est assez énervant de voir une petite dégradation sur Bitcoin, reprendre de la dominance par rapport au reste du marché et de voir nos crypto-pépites exotiques préférées se faire déleverager. Pourquoi? Parce que si vous regardez au niveau des fundings qui étaient complètement délirants, même si on peut, et rassurez-vous, on augmentera ces fundings relatifs à l'action de prix et également au niveau des open interest. L'objectif, c'est de nous garder le plus longtemps possible dans une perception de trop haut, trop bull, trop vite pour continuer à accélérer, aller toujours plus haut et aller toujours plus vite. C'est ça le bull run, c'est ça le alt season. Donc, on a nettoyé un petit peu le marché. Si on exclut Bitcoin et Ethereum, vous avez une dégradation au niveau des open interest de près de 9 milliards, 10 milliards de dollars à peu près de deleverage. Bon, c'est formidable. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle une respiration. Mais concentrons-nous sur des outils simples, sur des outils extrêmement efficaces ici, nos moyennes mobiles. Et regardez à quel point cette dominance de Bitcoin a littéralement tout pété ici en journalier. On a cassé la moyenne mobile 20 périodes. On a brisé, alors qu'on avait rebondi ici sur la moyenne mobile 50 périodes, et on s'est même payé le luxe de casser la moyenne mobile 200 périodes. Je vous spoil, actuellement sur la dominance de Bitcoin face au reste du crypto, c'est baissier. La dominance de Bitcoin est baissière. On fait juste un pullback ici, ni plus ni moins. Donc rien de dramatique. Je sais que ça peut être toujours un petit peu pénible, mais faites extrêmement attention à vous mettre à levier sur vos crypto-pépites et exotiques préférés. La volatilité va de pair par rapport au décalage de prix. Redonner 20 ou 30% sur une augmentation sur un mois jacent de 200% ou 300% sur certains de nos cryptos, il n'y a rien de plus normal. Rassurez-vous par rapport à ça. On fait un tout petit tour du côté du sentiment. Bon, moi honnêtement, je le dis, je le redis, j'aimerais voir du 95-98. J'en ai à 70. Je suis sûr que demain ou en fin de journée, si le marché continue à se latéraliser, on va sortir des 70. Honnêtement, non, non, moi je suis bull, maxi bull. Dans ma tête, je suis plutôt à 95, pour être tout à fait honnête avec vous. Si vous regardez du côté des institutionnels, plutôt de la côté du smart money, notamment BlackRock et Fidelity, des ETF tout simplement, est-ce qu'il y a eu des sorties? Non, il n'y a pas eu de sorties. On est encore sur près de 500 millions de dollars
de fonds qui sont rentrés sur ces ETF au comptant Bitcoin. C'est plus que vendredi. Si on va du côté des ETF au comptant Ethereum, c'est près de 155 millions de dollars qui sont rentrés. 150 millions de dollars si on fait la moyenne de l'ensemble des entrées-sorties sur l'ensemble des acteurs qui proposent ce type de produits ETF au comptant Ethereum. C'est boule. Ils n'ont pas sorti leur denier. C'est plus un coup au niveau de market, très probablement market making pour aller déleverager le marché. Et on va tout de suite revenir sur les moyennes, voire pourquoi pas continuer à accélérer. Actuellement, rien n'indique qu'on est en train de vivre, sauf si vous rentrez dans des time frames en 15 minutes, 30 minutes, 40 minutes ou 1 heure, où vous commencez à avoir des premières anticipations. Mais restez bien, si vous regardez ce type de time frame, sur ces time frames-là pour aller chercher vos objectifs théoriques. Regardez à quel point c'est efficace. Regardez à quel point c'est puissant, ces petites moyennes mobiles. Si je vais du côté de Other, par exemple, c'est juste formidable. On vient exactement chercher la moyenne mobile en même période. Donc, ce qu'on est en train de vivre sur Bitcoin, avec une dégradation de 7%, c'est exactement la même performance relative ou dégradation relative par rapport à 20% sur nos cryptoactifs préférés, en tout cas hors du top 10 des cryptos les plus capitalisés, tout simplement. J'ai eu 2 questions, notamment hier, mais Hermès, c'est incroyable. Pourquoi, bon sang, lorsque Bitcoin décroche de 10, 5, 7% ou 12%, nos cryptoactifs et la plupart de nos cryptoactifs préférés se prennent des dérouillées magistrales? Les gens qui arrivent sur ce marché restent sur ce marché. Ils ne sont pas en train de venir faire des gains ici pour repartir au bout d'une semaine. Ça, c'est pas vrai. En revanche, les algorithmes de trading sont calés, sont câblés, non pas systématiquement sur des paires Bitcoin vers des stablecoins comme USDT, USDC, DAI ou Euro, USD ou tout ce que vous voulez, mais également sur des paires Ethereum et Bitcoin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez une dégradation substantielle par rapport à un décrochage de Bitcoin, une toute petite respiration, en fait, les algorithmes se mettent en fusion et viennent à passer des ordres tous azimuts parce qu'en fait, il y a une infinité de connexions via ces réseaux blockchainisés, non pas par rapport à des assets, par rapport à une devise, mais des assets par rapport à d'autres assets. Et ici, la grande reine et le grand roi, Ethereum et Bitcoin. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez des fluctuations, une volatilité sur Bitcoin, nos cryptoactifs semblent tous coordonnés. C'est parce que la plupart des transactions ne sont pas faites en assets crypto vers des devises, mais en assets crypto vers les reines des crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était Hermès. Peux-tu nous dire, moi, je suis investisseur, quelle est la blockchain la plus sécurisée pour pouvoir créer des applications pour essayer d'anticiper une sorte de vision et d'adoption sur le plus ou moins long terme? On parle ici peut-être de 3 ans, peut-être de 5 ans, peut-être de 10 ans. Je pense que ici, tous les analystes financiers vont s'y accorder. Comment on peut, avec certitude, connaître la vision et la robustesse d'une blockchain en termes de sécurité? C'est pas compliqué. Vous prenez la capitalisation de la blockchain. Plus elle est capitalisée, plus elle est sécurisée. Bitcoin, par exemple, avec son hashrate via sa preuve de travail. Plus il y a d'ordinateurs, ce qu'on appelle également maintenant des ASICs, qui sont connectés au réseau, et plus la blockchain est sécurisée. Sur Ethereum, aujourd'hui, preuve d'enjeu. Plus il y a de validateurs qui injectent et qui bloquent des Ethereum dans la blockchain pour pouvoir valider des transactions et confirmer des transactions, plus le réseau sera sécurisé. Le nombre fait la force. Donc, si vous voulez comparer en termes de sécurité, ici, Ethereum et Solana, par exemple, ben, c'est pas compliqué. Je vais aller sur n'importe quelle charte. Je vais essayer de retrouver mon code market cap, mais je l'ai perdu. Allez, on va aller le chercher ici ensemble. Code market cap, cryptocurrency. Et on va regarder la capitalisation d'Ethereum, actuellement estimée à 427 milliards de dollars. Si vous prenez Solana, et je peux vous dire donc ici avec certitude, en pesant toutes les possibilités par rapport à des petites spécificités vis-à-vis des différentes blockchains, et bien ici, Solana est 4 fois moins sécurisé que le réseau Ethereum, car il travaille sur exactement la même preuve, le même système cryptographique pour pouvoir valider et sécuriser des transactions. Si vous prenez l'exemple, excusez du peu, Atom, Cosmos, qui est également sur une preuve ici d'enjeu, et ben vous pouvez partir que Atom est grosso modo 50 fois, 30 fois moins sécurisé aujourd'hui que la blockchain Ethereum. Et voilà la réponse à la question. Quelle est la crypto ou quelle est la blockchain la plus sécurisée et toujours corrélée par rapport à sa capitalisation?
Capitalisation égale sécurité. Et vous allez donc ici comprendre qu'en fonction des différents choix de ces projets, entre ce fameux trilemme des blockchains, entre sécurité, scalabilité et frais, si vous voulez, et décentralisation, partez du principe que plus on ajoute de la sécurité, plus il y a donc de décentralisation, donc plus les blockchains sont lourdes, donc plus les frais peuvent être importants, et donc plus la blockchain est difficilement scalable pour monter en pression. Et plus c'est rapide, plus les frais sont bas, plus il y a d'acteurs sur le marché. Et malheureusement, peut-être moins il y a de sécurité, pas forcément de capitalisation, mais en tout cas de décentralisation. Et si vous avez une croyance et une perception d'avoir le meilleur de tous les mondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à 7 ans de recherche sur ces ruptures technologiques blockchain, c'est que la blockchain n'est pas décentralisée. Ou en tout cas, peu décentralisée. Ça veut dire qu'une très grosse partie du supply est détenu par un tout petit groupe d'individus, la plupart du temps, les founders du projet, les advisors du projet ou encore les développeurs du projet qui font partie intégrante du projet. Et c'est clairement aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce qu'on reproche à Solana. Solana, c'est génial, c'est rapide, c'est scalable, c'est sécure, c'est peut-être pas très décentralisé ou pas, en tout cas, plus décentralisé, et ça, c'en est une certitude absolue, que la blockchain Ethereum. Maintenant, peut-être que j'ai des bêtises. À ce moment-là, vous connaissez le tarif. Prouvez-le-moi dans les commentaires. On finit par 3 petites news. 3 petites news qui sont extrêmement intéressantes, dont 2 qu'il ne faut pas prendre à argent comptant. La première, c'est celle-ci. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on n'a pas lu encore hier dans notre fil d'actualité. Le Salvador, quand le rêve Bitcoin rencontre les exigences économiques du FMI, pour 2 prêts de plus de 1,3 milliard de dollars, dont un premier qui doit arriver logiquement ici incessamment tout bientôt, du côté du Salvador. Mais le FMI a dit, c'est pas compliqué Coco, Bukele, t'es sympa, mais ton Bitcoin, tu le mets derrière la porte. Donc grosso modo, il est en train, dans un premier élan, pour accéder à ces fonds du FMI, du Fonds monétaire international, pour continuer à atteindre ses objectifs, non pas en termes de cryptographie, mais en termes sociétal, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa méthode, il n'y a pas le débat ici, mais grosso modo, il semblerait que Bukele, via le Salvador, décide de ne plus rendre obligatoire d'utiliser Bitcoin comme échange, ici comme système ou comme moyen de paiement. C'est exactement la définition, et je m'explique là-dessus, d'une monnaie légale. Monnaie légale égale obligation d'accepter Bitcoin dans tous les commerces, dans toutes les administrations, etc. Et ici, le FMI a dit, si tu continues à avoir monnaie légale, à ce moment-là, je ne te prête pas d'argent. Bon, le Salvador, qui est sous pression, va rendre très probablement l'usage de Bitcoin non pas obligatoire, telle monnaie légale, mais va sortir de cette idée ou de ce concept de monnaie légale, mais plutôt Bitcoin volontaire. Et le gouvernement, ici salvadorien, envisage une réforme économique stricte pour réduire le déficit budgétaire en augmentant les réserves nationales en Bitcoin. D'accord? C'est pas le Salvador tourne le doigt à Bitcoin. C'est le Salvador va tout simplement retirer l'appellation de monnaie légale pour ne plus obliger les commerçants et les différents acteurs économiques du Salvador d'utiliser par obligation Bitcoin. Et vous pensez que c'est grave? Non. Pourquoi? Parce que si vous regardez, il y a encore quelques mois en arrière, le taux d'usage de Bitcoin dans l'économie salvadorienne, c'est pas ouf. 92% des habitants n'utilisent pas le Bitcoin, selon un sondage. Alors, entre les sondages sur BFM TV, etc., je veux bien. Mettez-les-moi dans les commentaires si vous avez quelques informations par rapport à ça, mais je crois que c'est pas nouveau. Il y en a, notamment dans la grande ville, où il y a quand même pas mal de cas d'utilisation, mais en fait, il y a beaucoup de commerçants qui l'ont pas mis en place. Il y a personne, en fait, qui l'utilise. Et les premiers salvadoriens qui ont adopté, via la création d'un wallet non custodial, ici au Salvador, enfin là-bas au Salvador, c'était juste pour récupérer les $50 de bonus. Tout simplement, on va pas se mentir. Quand on a des petits bonus qui nous passent sous le nez, notamment quand on veut s'inscrire sur un site ou sur un exchange centralisé, et que je vous dis, il y a 50 bonus, il y a $25, il y a $50. Bon, on prend le bonus, on fait la petite tambouille, on achète 3 cryptos, et puis on oublie le truc, quoi. On n'est pas acteur de ce truc-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on est plutôt ici opportuniste que adopteur, mais aucun problème. L'objectif, c'est de mettre le premier pied, et on a tout le temps pour pouvoir l'adopter. C'est en cours à l'heure où je vous parle. On continue avec une autre petite news, qui n'est pas une petite news, soit dit en passant. Donald Trump menace les BRICS d'augmenter les droits de douane de 100%. En somme, la guerre économique, elle n'arrive pas. On est dedans actuellement. Et là, Donald Trump a fait tout simplement du Donald Trump.
Si vous prenez l'administration démocrate, notamment vis-à-vis de Biden, hein, le prolongement du bras armé de Barack Obama, on est plutôt ici dans la retenue. Donald Trump, ça n'existe pas la retenue. Il est cash, il dit ce qu'il fait, et d'ailleurs c'est ce qui fait sa grandeur aux yeux des Américains, ou en tout cas d'une grande partie des Américains. Donc, est-ce qu'on pouvait en attendre autre chose de Donald Trump? Non, tout ça c'est déjà pris par le marché, ou en tout cas ça a été probablement un prétexte pour engager une forme de décorrélation par rapport aux indices boursiers ou aux cryptographiques. Encore une fois, un prétexte, mais un prétexte n'est absolument pas le pourquoi, c'est toujours le parce que. Et c'est l'addition des parce que qui nous donne le pourquoi. Et actuellement, je vous le dis en toute franchise, et j'espère que vous me suivez dans cette idée-là, dans cette philosophie-là sur les prochains mois à venir, je pense que la somme des parce que est beaucoup plus positive que négative. Et si on attendait de Donald Trump de ne pas faire du Donald Trump, alors pourquoi a-t-il été élu? Bien évidemment, on n'est pas à l'abri de nos différentes surprises, mais logiquement, en tout cas sur toutes les promesses qu'il a pu le faire, notamment à l'ensemble des Américains, on devrait bien s'éclater pendant les 12 prochains mois. Restez bien avec moi. Et pour information, j'ai glissé quelque chose dans cette vidéo. Donc, si vous voulez, comme Faranda, remporter 50 $, qui s'était glissé ici sur le site Les Rois du Bitcoin. Noël arrive. Sois le premier à mentionner Hermès sur le Discord avec 50 $ Noël. Bravo à toi, Faranda. Tu as remporté les 50 $. Et dans cette vidéo, j'ai caché quelque chose. Ciao, ciao.